Bonsoir à toutes et à tous. Notre sujet ce soir, c'est combien y aura-t-il d'humains demain sur Terre? À quoi ressemblera la population mondiale? Alors, pour cette présentation, je m'appuierai exclusivement sur des ressources en ligne que j'ai conçues et qui sont accessibles librement sur le site de l'Institut national d'études démographiques. Alors, pour explorer le futur de la population mondiale et savoir combien nous pourrions être demain sur Terre, il est bon d'avoir en tête les évolutions passées. Donc, je vous propose de remonter 2000 ans en arrière et d'examiner comment la population a évolué au cours des 2 derniers millénaires. Alors, pour cela, je vous propose de visionner avec moi une des ressources. Et donc, j'ai besoin d'avoir accès au partage d'écran. Vous voyez sur votre écran la page d'accueil du site de l'Institut national d'études démographiques. Et je vais utiliser des ressources qui sont dans le dernier onglet à droite, Tout savoir sur la population, et notamment une ressource qui s'appelle La population mondiale. Alors, combien nous pouvions être il y a 2000 ans? Eh bien, on estime qu'on pouvait être 250 millions d'humains sur Terre. Alors, c'était peut-être le double, c'était peut-être la moitié. Il n'y avait pas de recensement comme aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'au cours des 2 millénaires qui ont suivi, la population n'a guère changé. Elle a lentement augmenté. Cette augmentation a fait que la population a atteint 1 milliard d'humains vers 1800. Et puis là, elle s'est mise à augmenter rapidement. Elle a atteint 2 milliards en 1927, 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 87, 6 milliards en 1999, 7 milliards, c'était en 2011, il y a 9 ans. Et les démographes comme moi vous annoncent qu'on va passer le seuil de 8 milliards en 2022, que la population devrait continuer d'augmenter. Mais alors jusqu'où? Les démographes annoncent autour de 10 milliards d'humains en 2050, mais surtout qu'à ce moment-là, la population n'augmentera plus, ou en tout cas plus aussi vite qu'aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs questions. Pourquoi la population n'augmentait pas autrefois que très lentement? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour qu'elle se mette à augmenter très rapidement? Et puis, pourquoi cette annonce qu'on ne serait que 10 milliards, 11 milliards prochainement? Alors, un point sur la situation d'aujourd'hui. La population augmente, elle augmente rapidement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plus de naissances que de décès. Chaque seconde, dans le monde, en moyenne, il y a 4 bébés qui naissent. Dans le même temps, il y a 2 personnes qui meurent. Vous voyez que la démographie n'est pas très compliquée, c'est 4 moins 2, ça fait 2 personnes en moyenne chaque seconde, 200 000 personnes par jour en moyenne, et par an, 75 millions de personnes qui se rajoutent donc à l'effectif. Alors, ça correspond à un taux d'accroissement annuel autour de 1% par an. Alors, si ce taux se maintenait, je vois que ma vidéo s'est arrêtée de progresser. On va essayer de la faire avancer. Eh bien, ça correspond à un doublement de la population tous les 65 ans. Voilà l'animation qui continue. Donc, 1% par an, si ce rythme se maintenait, c'est un doublement tous les 65 ans. Alors, on était 7,5 milliards en 2015, donc si vous doublez tous les 65 ans, on obtient 15 milliards en 2080, 30 milliards en 2145, 60 milliards. Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça que les démographes vous annoncent, c'est une population autour de 10 milliards, 11 milliards à la fin du siècle. Et donc, pourquoi? Eh bien là, il faut revenir à une autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles pour que la population se mette à augmenter rapidement? Alors, j'utilise
une autre animation. Il s'est passé donc jusqu'à il y a 2 siècles, partout sur la planète, il y avait beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de décès. Alors, les femmes, les couples avaient en moyenne 6 bébés. Les femmes mettaient au monde 6 bébés, mais plus de la moitié d'entre eux mouraient en bas âge. Résultat, il n'y en avait que 2 qui devenaient adultes et remplaçaient les parents à la génération suivante. Donc, la population n'augmentait pas ou que très faiblement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 siècles? C'est dans une partie du monde, c'est en Europe, en Amérique du Nord, la mortalité s'est mise à baisser, notamment la mortalité des enfants. C'est grâce au progrès de l'hygiène et de la médecine, grâce aussi aux progrès socio-économiques qu'ont connus ces régions. Résultat, toujours beaucoup de naissances, mais moins de décès. Est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a alimenté le début d'une croissance démographique rapide. Alors, dans ces régions, on est toujours en Europe et en Amérique du Nord. Cet excédent des naissances sur les décès s'est poursuivi. Au bout d'une ou des générations, les hommes, les femmes se sont mis à avoir moins d'enfants. Ils se sont aperçus que ces enfants survivaient en plus grand nombre. Ça devenait une charge, il fallait bien sûr les nourrir, les habiller, les envoyer à l'école, ça est devenu la mode. Résultat, un nouveau comportement apparaît, la limitation volontaire des naissances. On est toujours en Europe et en Amérique du Nord. La mortalité continue sa baisse, il y a toujours un excédent des naissances sur les décès, jusqu'à ce que les courbes de taux de natalité et de mortalité se rejoignent à un niveau bas, qui est à peu près la situation que connaissent les pays développés aujourd'hui. Donc, peu d'enfants, 2 en moyenne par femme dans un pays comme la France. Ces enfants sont quasiment assurés d'échapper à la mort pendant l'enfance. Donc, l'immense majorité devient adulte et remplace les parents. Résultat, une population qui, à terme, se maintient au même niveau. Alors, vous voyez que cette histoire qui s'est déroulée au cours des 2 derniers siècles et que les démographes appellent la transition démographique, elle s'est accompagnée pendant ces 2 siècles d'un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une multiplication de la population, toujours de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors, pendant ces 2 siècles, la population de l'Europe a été multipliée par 4, sans compter tous les émigrants qui sont allés en Amérique, en Australie, en Afrique du Sud, peupler d'autres régions du monde. Alors, cette même histoire, cette même transition démographique, elle est survenue également dans les autres régions du monde, en Asie, en Amérique du Sud et également en Afrique. Et dans ces autres continents, qui ont été touchés à leur tour par les progrès de l'hygiène et de la médecine, la mortalité s'est mise à baisser et également, au bout de quelques décennies, les familles se sont mises à limiter les naissances. Résultat, on en est aujourd'hui, alors c'est la situation en 2015, où les femmes dans le monde ont 2,5 enfants en moyenne chacune. En 2020, c'est 2,4. L'immense majorité de ces enfants survivent au-delà de l'enfance et donc deviennent adultes. Alors la situation est variée selon les continents. En Europe, la transition est achevée et ce n'est pas 2 enfants en moyenne par femme, c'est 1,6. En Amérique du Nord également. Alors, vous avez les chiffres de 2015, mais en 2020, on en est à 1,7 enfants par femme. En Asie, pareillement, en 2015, les femmes avaient 2,2 enfants en moyenne chacune. En 2020, c'est 2,1, le seuil permettant le strict remplacement de la population à terme. En Amérique latine également, 2,1 enfants par femme en 2015. Alors, il y a un continent qui connaît également la transition démographique, mais qui est un peu au milieu du chemin. La mortalité a beaucoup baissé en Afrique, malgré les épidémies, malgré le sida.
Et la fécondité, le nombre d'enfants par femme, a aussi diminué. Il est de 4,6 enfants par femme en 2015. Voilà. Et l'Afrique devrait également connaître les évolutions jusqu'à leur terme et connaître un équilibre ou quasi-équilibre démographique à terme. Alors, voilà l'histoire au cours des 2 derniers siècles. Donc, les démographes, pour se projeter dans l'avenir, eh bien, imaginent que l'histoire va se dérouler partout. La transition démographique va se poursuivre et s'achever partout. Et c'est la raison pour laquelle ils annoncent qu'à terme, on va vers un quasi-équilibre démographique entre les naissances et les décès et un arrêt de la croissance de la population. Alors, je vais maintenant utiliser une autre ressource pour se projeter dans l'avenir. Alors, toutes ces ressources, vous pouvez vous-même les utiliser, les consulter. Elles sont librement accessibles. Alors, voici sur l'écran, j'espère que tout le monde voit, l'évolution du nombre total des humains entre 1950, où on était 2,5 milliards d'habitants, et en 2020, où on est 7,8 milliards d'habitants. Et puis, au-delà de 2020 jusqu'en 2100, c'est la projection moyenne des Nations Unies. Vous voyez qu'elle annonce qu'on serait près de 11 milliards en 2100, mais avec une courbe d'évolution qui est pratiquement une horizontale. Donc la croissance aurait beaucoup diminué. Et en 2050, eh bien, ces mêmes projections annoncent 9,7 milliards d'habitants. Voilà. Alors, ces projections donc, annoncent un supplément de population autour de 2 milliards d'habitants en plus par rapport aux près de 8 milliards que nous sommes en 2020, d'ici 2050 donc. Ça, c'est le premier résultat. On sera plus nombreux, en tout cas, c'est ce qu'annoncent les projections de population. Un deuxième résultat, c'est que la population ne sera pas répartie de la même façon sur la planète. Il va y avoir une répartition différente par rapport à aujourd'hui. Alors, on peut le voir en examinant l'évolution pour les 2 premiers pays par la population, c'est la Chine et l'Inde, les 2 pays les plus peuplés du monde. Donc, je vais afficher le nombre d'habitants dans chacun. Donc, voici la population de la Chine et je vais afficher également la population de l'Inde. Donc, elle s'affiche en rouge. Alors, si on regarde en 2020, eh bien, la Chine compte un peu plus d'1,4 milliard d'habitants et l'Inde un petit peu moins d'1,4 milliard d'habitants. Si on retourne en arrière en 1950, la Chine était peuplée de 550 millions d'habitants et l'Inde de un peu moins de 400 millions d'habitants. Donc, vous voyez, jusque-là, la Chine est et est restée le premier pays par la population, mais l'Inde, petit à petit, rattrapant son retard sur la Chine, et les projections moyennes des Nations Unies annoncent un croisement des courbes dans quelques années. Dans ces projections, c'est en 2026 que l'Inde doublerait la Chine et deviendrait le premier pays par la population et atteindrait 1,6 milliard d'habitants. Alors, pour ensuite voir sa population diminuer comme celle de la Chine. Alors, sur quelle base reposent ces projections? Si vous voulez, je vais afficher le nombre de naissances chaque année dans ces 2 pays depuis 1950. Alors, oui, en 1950, il est né nettement plus de petits Chinois que de petits Indiens. 27 millions de Chinois et
un peu moins de 17 millions d'Indiens. Mais eh bien, dans les années 70, les courbes se sont croisées et ça fait depuis le milieu des années 70, donc ça fait depuis presque 50 ans que chaque année, il est né plus de petits Indiens que de petits Chinois. Résultat, pas besoin de calcul savant pour annoncer que l'Inde va être le premier pays par la population et donc dépasser la Chine. Si depuis près de 50 ans, chaque année, il est né plus de bébés en Inde qu'en Chine, même en tenant compte de la surmortalité, notamment chez les enfants en Inde par rapport à la Chine, mais la mortalité a beaucoup baissé dans les deux pays et donc ça pèse beaucoup moins. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'en Inde, les femmes fassent beaucoup d'enfants. Voici l'évolution du nombre moyen d'enfants par femme dans les deux pays. Vous voyez que dans les années 50 et jusqu'au début des années 70, les Chinoises ou les Indiennes avaient autour de 6 enfants en moyenne chacune. Vous voyez que depuis, la fécondité a baissé dans les deux pays et pour 2020, on estime que les Chinoises ont 1,7 enfants en moyenne chacune, donc un peu comme les Européennes, et les Indiennes 2,2 enfants en moyenne chacune. Donc, que ce soit en Chine ou en Inde, le niveau de la fécondité est du même ordre que ce qu'on trouve en Europe ou en Amérique du Nord. La baisse de la fécondité a été plus rapide en Chine qu'en Inde. Résultat, l'Inde va devenir le premier pays du monde et doubler la Chine en population, même si aujourd'hui les Indiennes ont peu d'enfants. Alors, vous voyez que le classement des pays par la population va changer. On peut faire une autre comparaison entre l'Europe, voilà, et puis je vais afficher l'Afrique, donc entre continents. Alors, vous avez en noir, je ne sais pas si tout le monde voit, la population de l'Europe. Alors, c'est l'Europe au sens large, ça va de Brest à Vladivostok. Donc, c'est une Europe là, qui inclut la Russie, la Biélorussie et voilà. Alors, en 2020, cette Europe au sens large, c'est 750 millions d'habitants. C'est que l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants, un demi-milliard. Donc, si on rajoute les pays européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, et si on rajoute la Russie, on arrive à 750 millions. De l'autre côté de la Méditerranée, on a l'Afrique, qui, Afrique du Nord comprise, compte 1 milliard 350 millions d'habitants à peu près. Alors, vous voyez que si on remonte à 1950, eh bien, l'Europe, c'était 550 millions d'habitants, cette Europe-là, et l'Afrique, moitié moins. Donc, les deux courbes se sont croisées il y a à peu près une vingtaine d'années, un peu plus. Et les projections moyennes des Nations Unies annoncent en 2050 à peu près le même nombre d'habitants qu'aujourd'hui dans cette Europe, un petit peu moins peut-être. En Afrique, 2 milliards 500 millions d'habitants, donc presque le double de la population d'aujourd'hui. Et en 2100, eh bien, l'Europe, un petit peu moins d'habitants, peut-être qu'aujourd'hui encore, et l'Afrique, plus de 4 milliards d'habitants. Alors ça, c'est une des évolutions majeures de la démographie mondiale. L'Afrique va prendre une place en proportion d'humanité croissante. Aujourd'hui, les 1,3 milliard d'habitants de l'Afrique, ça représente un humain sur 6, puisqu'on est près de 8 milliards. En 2050, les 2,5 milliards d'habitants de l'Afrique, sur un total mondial de près de 10 milliards, ça va être un habitant de la planète sur 4. Et en 2100, d'après ces projections,
les plus que 4 milliards d'humains en Afrique, sur un total de 11 milliards, ça va représenter plus d'un habitant de la planète sur 3. Donc, l'Afrique va prendre une place croissante dans l'ensemble mondial. C'est en grande partie inscrit dans les évolutions d'aujourd'hui. Alors, on peut l'illustrer en comparant deux pays qui ont à peu près, qui n'ont pas tout à fait la même taille, mais je vais prendre le troisième pays le plus peuplé du monde. Je ne sais pas si tout le monde sait quel est ce troisième pays. Je vais vous le dire, c'est les États-Unis. Voilà. Et je vais le comparer à un pays, c'est le premier pays par la population en Afrique, c'est le Nigeria. Donc, vous avez en noir la courbe d'évolution de la population aux États-Unis. Les États-Unis, 330 millions d'habitants en 2020, et au Nigeria, un peu plus de 200 millions. Donc, les États-Unis sont nettement plus peuplés que le Nigeria. Et vous voyez que les évolutions qui sont à la croissance dans les deux pays ne se font pas à la même vitesse, et les projections des Nations Unies annoncent un croisement des courbes avant 2050, quand les deux pays auront autour de 380 millions d'habitants, et le Nigeria dépasserait les États-Unis par la population et deviendrait alors le troisième pays le plus peuplé du monde. Aujourd'hui, avec 200 millions d'habitants, le Nigeria se place au 8e rang des pays les plus peuplés du monde. Là, il deviendrait le troisième pays le plus peuplé du monde, et à la fin de ce siècle, toujours d'après ces projections, le Nigeria abriterait plus de 700 millions d'habitants, donc pas loin du double de la population des États-Unis. Alors, ce n'est pas exclu qu'au XXIe siècle, le Nigeria, voyant sa population encore augmenter, il se mette à dépasser la Chine, deuxième pays le plus peuplé du monde. Vous avez vu tout à l'heure les courbes pour la Chine, qui sont plutôt après un sommet pratiquement à la population d'aujourd'hui, une diminution jusqu'à 1 milliard en 2100 et peut-être moins au XXIe siècle. Donc le Nigeria pourrait devenir le deuxième pays le plus peuplé du monde, derrière l'Inde, mais devant la Chine. C'est un peu lointain. Et dernière illustration de ce changement dans la place des pays pour ce qui est de la population, et comparer la France. Et là aussi, avec un pays d'Afrique, c'est le Niger. Alors, la France est en noir. Elle compte, pour ce qui est de la France métropolitaine, un peu plus de 65 millions d'habitants aujourd'hui. Et le Niger, donc, qui est un pays d'Afrique, du Sahel, compte 24 millions d'habitants. Si on remonte à 1950, le Niger, c'était 2,5 millions d'habitants. La France, près de 42 millions d'habitants. Alors oui, le Niger est nettement moins peuplé que la France, mais les projections démographiques annoncent là aussi un croisement des courbes pratiquement en 2050, les deux pays ayant 65, 67 millions d'habitants, et au-delà de 2050, le Niger étant plus peuplé que la France, bien sûr, et dépassant les 100 millions d'habitants. Alors là aussi, c'est des courbes qui sont en partie inscrites dans ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, même si le Niger est nettement moins peuplé que la France, chaque année, il y naît nettement plus de bébés qu'en France. Que plus d'1 million de bébés au Niger, même si le pays n'a que 24 millions d'habitants, compte 700 000, un peu plus, bébés chaque année en France. Et donc, ces annonces d'évolution de la population reposent sur les naissances d'aujourd'hui. Les naissances d'aujourd'hui, c'est la population de demain. Donc, sur ce sujet, on sera
autour de 10 milliards de plus qu'aujourd'hui sur la planète, mais avec une répartition de la population différente de celle d'aujourd'hui. Un dernier sujet que je voulais voir avec vous avant de passer aux questions, c'est un autre changement dans la population mondiale, et c'est son vieillissement. Alors là, j'utilise une autre ressource du site de l'INED que j'ai conçu également, La population mondiale et moi. Et là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui joue le rôle comme au cirque, hein, du volontaire pour participer au jeu. Alors, j'ai proposé à Alice tout à l'heure d'être cette volontaire. Et donc, la question, c'est quel âge avez-vous? Alors, donc, en tant que volontaire désigné, je vais vous donner mon âge. J'ai 39 ans. Voilà. Alors, Alice, on va afficher 39 ans sur l'écran et vous avez des informations. À votre naissance, la population mondiale comptait 4,5 milliards d'humains. Aujourd'hui, c'est 7,8 milliards. Donc, la population a été multipliée par presque 2, enfin 1,7 depuis que vous êtes né. On peut regarder le détail par continent. L'Europe a 696 millions quand vous êtes né il y a 39 ans, un peu plus aujourd'hui, mais vous voyez que la population n'a guère changé depuis votre naissance. En revanche, pour l'Afrique, qui comptait 490 millions d'habitants, 39 ans, aujourd'hui, c'est plus du double, donc la population de l'Afrique a été multipliée par 2,7. Voilà. Alors, autre information, que sont devenus les gens qui sont nés comme vous il y a 39 ans? Alors, vous faites partie d'une génération, d'une cohorte qui compte au départ, qui comptait plus de 126 millions de bébés. C'est les bébés qui sont nés il y a 39 ans. Alors, vous faites partie des heureux survivants, mais vous voyez qu'ils sont 85%. Donc, il y a 15% de vos camarades de promotion qui ne sont plus là, malheureusement. Là aussi, avec des écarts importants selon les continents. En Europe, eh bien, c'est 5% seulement de vos camarades, alors ce n'est pas rien, qui ne sont plus là. Vos camarades nés en Afrique il y a 39 ans, eh bien, c'est presque un tiers qui ne sont plus là. Dernière information, voilà, où vous situez-vous dans la population mondiale? Est-ce que vous faites partie des jeunes ou des vieux? Alors, c'est une information un peu difficile au départ à accepter, mais Alice, vous faites partie des vieux. Alors, vous faites partie du tiers le plus âgé de la planète, c'est-à-dire qu'il y a presque 2 tiers de l'humanité qui est plus jeune que vous. Alors, je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous êtes âgé, ça veut dire que la population mondiale est jeune. Elle est très jeune. Et alors, une question supplémentaire, quel est l'âge qui fait qu'on bascule des jeunes aux vieux à l'échelle de la planète? Voilà. Mais du coup, mon avis, du coup, je pense que ce serait plutôt vers 25 ans. Alors, on va essayer 25 ans. Dans 25 ans, on fait encore partie des jeunes. Alors, 28. Voilà, ben vous êtes pas loin. Voilà, c'est 31 ans. C'est l'âge médian. C'est l'âge qui divise la population mondiale en 2 fractions égales au point de vue effectif, les personnes plus jeunes et les personnes plus vieilles. Donc, on peut dire d'un certain côté que toutes les personnes qui ont 31 ans ou plus sont des vieux et toutes celles qui en ont moins de 31 ans sont des jeunes. Alors, j'utilise ces mots exprès, vieux, jeune, ça ne veut rien dire. Tout est relatif. Hein. Et pour finalement peut-être rassurer Alice, en Europe,
eh bien, à 31 ans, on fait partie du tiers le plus jeune, et à 39 ans, on fait encore partie de la minorité la plus jeune, puisque 55% des personnes sont plus âgées que soi. En revanche, à 31 ans, c'est l'âge médian mondial, eh bien, en Afrique, on fait partie des vieux, on fait partie du tiers le plus âgé. Et l'âge médian en Afrique, vous voyez qu'il est très bas. Il est à 20 ans. Voilà, à 19 ans ou 20 ans. La moitié de la population de l'Afrique a moins de 19 ans. Voilà, donc jeune, vieux, ça ne veut rien dire dans l'absolu. Tout est relatif. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle mondiale, voilà, vous avez la pyramide des âges mondiales, les projections moyennes des Nations Unies annoncent une augmentation de 2 milliards, mais vous voyez que la pyramide restant de même effectif à la base, donc tous les 2 milliards en plus, eh ben, c'est des personnes adultes et des personnes âgées. Donc il y a un vieillissement démographique qui n'est pas seulement dans les pays industrialisés, dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, il est mondial et il tient à ce que partout, on vit plus longtemps grâce à la baisse de la mortalité et aussi que partout, les femmes, les hommes ont de moins en moins d'enfants. Résultat, en 2050 et en 2100, la population mondiale sera un peu plus nombreuse qu'aujourd'hui, on parle de 2 milliards en plus, et elle sera plus âgée démographiquement. Alors, on pourra revenir sur ce sujet, ce n'est pas en soi un problème, simplement, la part des adultes et des personnes âgées sera plus importante qu'aujourd'hui, et la part des jeunes moins importante. Voilà, alors, je vais terminer là mon propos, j'ai été un petit peu long, pour dire que l'humanité n'échappera pas à un surcroît de 2 à 3 milliards d'humains en plus. Hein. Et en raison de l'inertie démographique, c'est qu'elle comprend beaucoup de jeunes adultes. Et même si chacun d'eux a peu d'enfants, aujourd'hui c'est le cas pratiquement partout, eh bien, il y a encore nettement plus de naissances que de décès, ce qui explique ce surcroît de population. Et donc, on n'empêchera pas la population de continuer à croître, alors un petit peu, 2 milliards en plus, rien à voir avec la multiplication par 8 depuis 100 ans, depuis 200 ans. On était 1 milliard d'humains en 1800, on va vers 10 milliards en 2050. Donc, les 2 milliards en plus par rapport aux 8 milliards que nous sommes, ben c'est un quart en plus, un petit peu moins si vous voulez, et ça on ne l'empêchera pas. Et donc la question finalement importante pour les 10, 20, 30 prochaines années d'ici 2050, sachant cela, c'est pas tellement celle du nombre des humains, mais c'est celle des modes de vie. Donc la question du nombre pour l'avenir n'est peut-être pas si importante que ça. En revanche, ce sur quoi nous pouvons agir, eh bien, c'est sur les modes de vie. Donc, je terminerai là-dessus, mais on pourra, lors des questions, préciser certains points. Merci beaucoup, Gilles Pizon, pour cette présentation très intéressante avec des outils vraiment passionnants. Alors, je vous propose donc, oui, je rappelle juste pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc tous ces contenus, nous les avions partagés sur la page Facebook et le site internet du muséum, donc vous pourrez les retrouver en suivant aussi, voilà, pour manipuler vous-même tous ces contenus ludiques. Alors, donc, on va passer à la partie des questions. Alors,
nous avions aussi déjà reçu des questions, Gilles Pizon, en amont du rendez-vous, de plusieurs personnes, et notamment 3 personnes qui nous posent la question de la régulation des naissances. Paul, Laurent et Antoine se demandent comment faire pour réguler les naissances au niveau mondial. La question également posée est sur des programmes éventuels de contraception et de sensibilisation aux problèmes de surpopulation. Voilà, alors, bon, j'évite d'utiliser le mot surpopulation parce que sait-on vraiment si on est trop nombreux sur Terre? Je vous l'ai dit à la fin de ma présentation, la question n'est pas finalement celle du nombre, mais celle des modes de vie. Et finalement, le gros de l'accroissement du gaz carbonique dans l'atmosphère et de la consommation de ressources au cours des derniers siècles, il tient à l'activité d'une minorité d'humains. C'est le milliard qui habite en Europe, en Amérique du Nord, au Japon. Alors c'est peut-être lui qui est trop nombreux, parce que c'est en tout cas cette minorité qui a été à l'origine du gros du réchauffement du climat jusqu'ici. Alors maintenant, on se pose la question, il y a d'autres pays, d'autres régions du monde qui rentrent dans ces modes de vie consommateurs de ressources d'énergie. Et donc, c'est sûr que... Mais vous avez compris aussi que partout sur la planète, les humains ont décidé d'avoir peu d'enfants. Pourquoi? Ils n'ont pas, comme autrefois, beaucoup d'enfants. C'est parce que maintenant, ils ont fait le choix de la qualité plutôt de la quantité. Autrefois, quand la mortalité tuait une fraction importante des enfants, les familles en avaient beaucoup en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui survivent. Aujourd'hui, pratiquement tous les enfants deviennent adultes et les parents, voulant que leurs enfants vivent mieux qu'eux, réussissent mieux qu'eux, aient un meilleur travail, eh bien, investissent sur chacun d'eux et ça coûte et ils ne peuvent pas le faire s'ils ont beaucoup d'enfants. Et donc, partout, c'est un mouvement général qui a été enclenché il y a déjà un certain temps. Les familles ont peu d'enfants, mais investissent sur chacun d'elles. Et donc, l'évolution est déjà là. Alors, on l'a dit, en Asie, les femmes ont 2,1 enfants chacune. C'est le seuil de remplacement des générations. La majorité des couples utilisent la contraception et donc font le planning familial. En Amérique latine, pareil, 2,0 enfants par femme en moyenne en 2020. Alors, il y a l'Afrique, 2,5 enfants en moyenne, 4,5 enfants en moyenne par femme, donc nettement plus que ce qu'il faut pour le remplacement des générations, mais la fécondité est à la baisse également en Afrique. C'était 6 enfants et demi par femme il y a 40 ans. C'était 5 enfants et demi par femme il y a 20 ans. Et donc, la fécondité baisse également en Afrique. Et c'est sûr que dans un certain nombre de pays, une partie des couples souhaitent espacer les naissances, souhaitent avoir moins d'enfants. Ils n'ont pas toujours les moyens pour limiter leur naissance. Et donc, des efforts doivent être faits pour offrir des moyens de contraception, pour avoir le nombre d'enfants qu'on souhaite. Les souhaits en matière de taille de famille diminuent en Afrique. Un rôle clé est joué par l'instruction. Plus les femmes vont à l'école, moins elles ont d'enfants. Et donc, là aussi, l'Afrique est en retard dans les évolutions. Une proportion importante de femmes n'ont pas été à l'école. Alors, ça demande des efforts très importants en matière d'éducation pour que tout le monde, tous les enfants aujourd'hui aillent à l'école et suivent des études longues. Donc, probablement que le mouvement de baisse de la fécondité va se poursuivre. Il pourrait être plus rapide, mais là, il est en cours. Il n'y a pas de tabou, si vous voulez, particulier. Cette évolution, elle est déjà très enclenchée massivement. Les humains ont fait ce choix d'avoir peu d'enfants. C'est vrai partout et l'Afrique devrait suivre le mouvement
ça se voit déjà dans les évolutions. D'accord, merci. Alors justement, il y a beaucoup de questions autour des ressources et on avait une question d'une internaute qui demandait si aujourd'hui, est-il raisonnable aujourd'hui de faire un enfant dans la mesure où avoir un enfant est l'action la plus polluante, selon elle. Voilà. Alors, on va parler de pays comme la France, comme les pays européens, l'Amérique du Nord. Les femmes, les couples en Europe ont 1,6 enfants en moyenne chacun aujourd'hui. En Amérique du Nord, on est à 1,7 enfants. Voilà. Alors, certains se posent la question, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un enfant? Est-ce que moi-même, c'est beaucoup de jeunes qui se posent la question, qui n'en ont pas encore. Certains en veulent, mais ils disent, il faudrait peut-être mieux que je n'en ai pas. Alors moi, c'est clair, hein. Avoir un enfant, eh bien, c'est fatigant. Ça coûte de l'argent. Et certains ne souhaitent pas avoir d'enfants. Moi, je dirais, ben, très bien, n'en ayez pas. Si vous souhaitez en avoir un, ben, ayez-en et le nombre que vous voulez. Mais, corollaire, faites en sorte que cet enfant, eh bien, il se comporte vis-à-vis des ressources de l'environnement de façon responsable, donc qu'il soit économe en ressources, en énergie, qui ne contribue pas au réchauffement de la planète par des émissions de gaz à effet de serre importantes, qui respectent la biodiversité. Donc, ayez les enfants que vous souhaitez, mais faites en sorte qu'ils ne pèsent pas sur les ressources, l'environnement et la biodiversité. Et puis, si vous avez déjà des enfants, ben, faites en sorte qu'eux-mêmes se comportent de façon responsable. Et puis vous-même, pareillement. Et nous, Européens, et j'inclus aussi les Américains du Nord, les Japonais, on a une responsabilité particulière dans ce domaine. C'est-à-dire que nos façons de vivre, nos manières de vivre sont copiées. On sert un peu de modèle. Et donc, si nous commençons à modifier nos modes de vie pour consommer moins de ressources et d'énergie et produire moins d'effets de gaz à effet de serre, eh bien sûr, ça aura un effet chez nous, mais qui va être démultiplié parce que nous sommes copiés. Nos comportements servent de modèle. Donc, on a une responsabilité particulière. Et ce n'est pas tellement une question d'avoir ou non un enfant. Ceux qui souhaitent avoir un enfant, je parle aux jeunes générations, mais ayez ces enfants-là, mais éduquez-les de façon à ce qu'ils soient des citoyens responsables demain. Par rapport à cette question de la gestion des ressources et de nos modes de vie surtout, on pose la question comment fait-on, comment ça se concrétise, comment on peut vivre avec autant de gens sur la planète. Et je pense qu'on ne pourra pas effectivement éviter aussi la question ce soir de savoir si ces prévisions démographiques changeraient ou sont en train de changer en fonction des catastrophes écologiques ou pandémiques. Parce que nous vivons en ce moment même cette pandémie. Donc, oui. Quel impact pour les prévisions démographiques? Alors, il y a deux questions différentes. On peut commencer par la dernière, là. Les catastrophes, les pandémies. Alors, on peut prendre celle en cours, hein. Le bilan qui est encore provisoire, hein, et puis, en termes de nombre de décès à l'échelle mondiale, autour de 150 000 morts par Covid-19. Hein. Alors, c'est probablement sous-évalué, mais et puis ça c'est pas terminé. Il faut réaliser que c'est le nombre de personnes qui meurent couramment chaque jour dans le monde. Donc, on est près de 8 milliards. Chaque jour, il y a 150 000 personnes qui meurent. Donc, ces 150 000 décès cumulés depuis le début de l'année, liés au Covid-19, ça représente une journée de mortalité dans le monde. Alors, ça veut dire que c'est relativement modeste. Hein. Et même si le chiffre va augmenter, on est dans l'ordre de la centaine de milliers ou de quelques centaines de milliers. Et on peut rapprocher ça de
d'autres grandes épidémies. Alors, la plus meurtrière que l'on ait connue, c'est celle de grippe espagnole de 1918-19, hein. Donc, il y a un peu plus de 100 ans. Le bilan, bon, est difficile à chiffrer, mais on estime que c'est entre 40 à 100 millions de personnes qui sont mortes de grippe espagnole il y a 100 ans. À l'époque, on était moins de 2 milliards d'humains. Donc, c'est 2 à 5% de l'humanité qui est morte de grippe espagnole. Aujourd'hui, 150 000 personnes qui meurent. Alors, c'est grave, c'est une épidémie sévère, on s'en préoccupe, mais en termes de part de l'humanité, ben, c'est 1000 fois plus faible, si vous voulez. Donc, la grippe espagnole a tué 2 à 5% de l'humanité. Et bien, pour l'instant, le Covid-19, la proportion de l'humanité qui est morte, c'est 1000 fois plus faible. Donc, c'est relativement modeste au point de vue effet démographique, et ça le restera, même si le bilan s'alourdit malheureusement. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, l'humanité est beaucoup mieux équipée qu'autrefois pour prévenir et aussi lutter contre ces fléaux. Et donc, il ne faut pas imaginer que la population mondiale va être régulée par des fléaux, des épidémies, des famines, comme ça a pu être le cas autrefois. Les humains se sont un peu affranchis de ces effets extérieurs. C'est d'eux-mêmes qu'ils régulent leur population, qu'ils ont fait le choix d'avoir peu d'enfants. C'est ça le facteur important. Et donc, il ne faut pas penser que les épidémies, que ce soit aujourd'hui ou demain, vont décimer l'humanité. C'est une bonne chose, si vous voulez. Pour l'autre partie de la question, vous avez mentionné les craintes. Est-ce qu'il y aura assez à manger? Eh bien, là aussi, les 8 milliards que nous sommes mangent bien mieux à leur faim que le milliard que nous étions il y a 2 siècles. La part des humains qui souffrent de faim et la part des humains qui meurent de faim, alors malheureusement, il y a toujours des gens qui souffrent de la faim, et il y en a qui en meurent, mais elle n'a jamais été aussi faible. Donc, c'est paradoxal. On est 8 fois plus nombreux qu'il y a 2 siècles. Et avec ça, si on prend les critères habituels pour juger de la qualité de la vie, donc l'espérance de vie, par exemple, eh bien, elle n'a jamais été aussi bonne, si vous voulez, les critères. Et donc, probablement qu'on ne va pas manquer de nourriture. Les 10 milliards de 2050 devraient pouvoir manger aussi bien, sinon mieux, que les 8 milliards d'aujourd'hui. Alors, ça va demander des efforts parce que la façon de se nourrir des 8 milliards, notamment la fraction 1 milliard là, des pays riches, n'est pas durable. On consomme beaucoup trop de viande et la fabrication de la viande est consommatrice d'énergie. Et donc, on sait qu'il faut réduire notre consommation de viande, mais on devrait pouvoir manger à notre faim et en qualité améliorée, en moyenne, à 10-11 milliards. Et donc, par rapport aux 8 milliards d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le défi majeur. Très bien. Alors, justement, en parlant d'histoire, j'ai une question plutôt méthodologique. Comment peut-on estimer la population il y a 2000 ans? Alors, les chiffres que j'ai mentionnés, c'est extrêmement incertain, et c'est estimé par rétropolation. C'est-à-dire que pour que l'on soit près de 8 milliards aujourd'hui, où on va remonter à il y a 2 siècles, pour qu'on ait été 1 milliard en 1800, connaissant la fécondité à l'époque, autour de 6 enfants par femme, ayant une idée de la mortalité, mais là aussi c'est très imprécis, eh bien, il a fallu que, on retourne en arrière, on fait des rétropolations. Alors,
faut savoir qu'il y a 2000 ans, il y avait des recensements, mais on ne recensait pas tout le monde. Vous savez que dans l'Antiquité, on recensait que les citoyens. Donc, les esclaves, les femmes étaient recensés à part. Il y avait des façons de compter qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Donc, c'est très incertain. Et puis, alors, plus on remonte dans le passé, il y a 200 ou 300 000 ans, ben, c'est l'époque où notre espèce, Homo sapiens, est née. Probablement qu'on était un tout petit groupe. À l'origine de l'espèce humaine, eh bien, il y a un très petit effectif, mais on est très peu renseigné sur la démographie de ces humains et puis de l'histoire qui a conduit aux milliards de 1800. Alors, à partir de 1800, l'histoire est mieux connue. Et plus on se rapproche de la période actuelle, plus les estimations sont bonnes, même si aujourd'hui, il reste des incertitudes. C'est-à-dire qu'on est 7 milliards 800 millions d'après les Nations Unies. Peut-être qu'on est 1% de moins, 1% de plus. On ne connaît pas le nombre d'humains à l'unité près. En revanche, on connaît assez bien l'évolution, le taux de croissance. Voilà. D'accord. Alors, une autre question concernant les politiques des naissances. Est-ce qu'elles sont globalement en train d'évoluer? Est-ce qu'il y a des évolutions, un peu comme ce qui s'est passé en Chine, dans d'autres parties du monde? Alors, la Chine est un cas intéressant parce que c'est un pays qui est passé d'une politique très contraignante de limitation des naissances à aujourd'hui une politique familiale pour favoriser les naissances. Alors, dans les années 60-70, les autorités chinoises ont mis en place des politiques pour limiter les naissances. Il se trouve qu'à ce moment-là, les Chinoises et les Chinois souhaitaient avoir moins d'enfants. Et quand, par exemple, la politique de l'enfant unique a été instituée, c'est en 1976 ou 78, je n'ai plus l'année en tête, déjà les Chinoises n'avaient plus que 3 enfants en moyenne chacune. Donc, cette politique de l'enfant unique, elle est arrivée presque une fois les évolutions déjà faites. Et ces dernières années, un petit peu angoissé à l'idée que la population de la Chine va vieillir, qu'il va peut-être manquer de main-d'œuvre, les autorités chinoises ont annulé la politique de l'enfant unique et même cherchent à rehausser le taux de natalité. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a des incitations pour que les jeunes couples aient plus d'enfants, et puis il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas que la Chine, il y a tout un tas de pays qui essayent de favoriser les naissances parce que le gouvernement estime qu'il n'y a pas assez de naissances. Dans le cas de la Russie, en Europe, vous avez la Hongrie avec des politiques natalistes importantes. Eh bien, ça ne marche pas forcément. Il ne faut pas croire que le taux de natalité, il se décide en Conseil des ministres. Un certain nombre de gouvernements pensent qu'ils peuvent décider du chiffre des naissances. Eh bien non, ça reste encore une décision des couples. Hein, et ce qui fait que beaucoup de jeunes couples n'ont pas autant d'enfants que le souhaiteraient les gouvernements dans un certain nombre de pays. Donc, je vais signer c'est le cas de la Chine, de la Hongrie, mais tout un tas d'autres pays. Eh bien, c'est parce que, pour la plupart, ils souhaitent avoir des enfants, mais que les conditions ne sont pas propices. Et notamment, les jeunes femmes aujourd'hui souhaitent, dans la majorité, avoir des enfants, mais souhaitent également continuer à travailler. Et quand c'est difficile de concilier le travail et la famille, dans un certain nombre de pays, eh bien, elles font le choix de continuer à travailler et de repousser à plus tard
la naissance qu'elle souhaite, et jusqu'à ne pas avoir les enfants qu'elle souhaite. Donc, une dernière question par rapport aux migrations. Quel sera l'impact de cette évolution démographique sur les migrations de population? Alors, ce que l'on connaît, c'est la situation aujourd'hui. Donc, sur les près de 8 milliards d'humains que nous sommes, il y en a un peu moins de 300 millions qui sont des immigrés dans le pays où ils vivent, c'est-à-dire qui sont nés dans un autre pays que celui où ils vivent. Ça représente autour de 3% des humains. Donc, 97% des humains, eh bien, ils vivent toujours dans le pays où ils sont nés. Et cette proportion n'a pas énormément changé depuis une centaine d'années. Il y a 100 ans, c'était peut-être 2%, donc elle a légèrement augmenté. Alors c'est vrai que la population mondiale elle-même a beaucoup augmenté, et donc en effectif absolu, ça représente plus de personnes immigrées, mais si vous voulez, c'est toujours quelques pourcents seulement. Alors, il est possible que les migrations internationales prennent plus d'ampleur encore. C'est vrai que on observe avec le développement économique, avec l'augmentation de l'instruction, une fraction des personnes donc, se déplacent. On observe aussi par les enquêtes qu'une fraction de l'humanité aimerait bien émigrer parce que là où ils vivent, les conditions ne sont pas satisfaisantes. Alors, il y a bien sûr les pays en guerre, où la vie est difficile, où même certaines personnes sont menacées dans leur vie, donc les parties quittent leur pays, ils peuvent avoir ce statut de réfugié. Mais ce n'est pas évident que les prochaines années vont voir une multiplication des flux migratoires. Pour l'instant, vous voulez, on reste dans ces chiffres et même avec une augmentation importante des migrations internationales, contrairement à ce que certains nous ont annoncé dans des essais qui annoncent qu'un quart des habitants de l'Europe seraient des immigrés en 2050. Non, les projections raisonnables sur ce que l'on sait qui migrent, eh bien, c'est peut-être un peu plus qu'aujourd'hui. La part des habitants de l'Europe qui seront des immigrés, notamment originaires d'Afrique subsaharienne, mais ce ne va pas être le quart des Européens qui seront des immigrés dans 30 ans, comme certains l'ont dit.